Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 447e rencontre Vlil ce soir avec Muriel Zac pour son roman Laocratia aux éditions Emmanuel Colas. Voilà, il est magnifique. Bienvenue Muriel, bienvenue à toi. Merci. Alors, il y a des livres qui naissent d'une date enfouie dans les décombres de l'histoire, une de celles que les grandes commémorations ont soigneusement contournées. Le 3 décembre 1944, Athènes, 2 mois après le départ des nazis, la Grèce croit tenir enfin sa liberté. Une foule immense envahit la place Syntagma au cri de Laocratia, le pouvoir du peuple, et soudain, les policiers tirent depuis les toits. Des dizaines de morts, l'espoir fracassé en quelques minutes. Ce n'est pas la fin d'une guerre, c'est le début d'une autre, fratricide, silencieuse, dans les mémoires occidentales qui durera jusqu'en 1949 et laissera les plaies que la Grèce n'a jamais tout à fait su refermer. C'est dans cette fissure-là que Muriel Zac a planté son roman, Laocratia, un mot qui sonne comme un cri, comme une promesse non tenue, comme un prénom qu'on n'oserait plus donner. Muriel Zac, journaliste, réalisatrice de documentaires, éditrice, tisseuse infatigable de récits pour l'enfance et la jeunesse, cofondatrice des éditions Bruno Doucet, directrice de la collection Ceux qui ont dit non, continue, avec la Grèce, pour construire sa propre maison d'écriture. Avec Eleftheria d'abord, ce roman choral, et Solaire où des femmes de Crète tenaient face à la nuit nazie, puis avec Tosca, ce huis clos implacable autour d'inconnus fusillés par la milice française, et maintenant Sophia, 16 ans, une paysanne du Nord venue croire que le monde peut recommencer. Emportée dans la spirale de la guerre civile grecque, ce chapitre sanglant et presque invisible que l'Europe occidentale a si longtemps préféré taire. Ce que fait Muriel Zac dans ce roman, c'est un geste qui dépasse le roman, en rendant visible ce qu'on a voulu rendre opaque. Elle donne un visage, une voix, un corps debout à celle que les grandes fresques héroïques ont si souvent laissée dans les marges. Sophia n'est pas un symbole, elle est une jeune fille qui a faim, qui aime, qui doute, qui décide, et c'est précisément cette incarnation-là, cette chair dans l'histoire, qui fait de ce livre un roman nécessaire, brûlant et profondément actuel. Alors ce soir, nous allons entrer dans ce texte par toutes ses portes. Bienvenue à nouveau, Muriel Zac. Merci Anthony. Merci pour cette belle présentation. C'est la première fois que quelqu'un parle du livre puisqu'il est sorti hier. Merci à toi. Exactement, il est sorti hier, tout frais. Alors la guerre civile grecque reste très peu connue en France, presque occultée par une mémoire collective européenne qui s'est souvent arrêtée en 1945. On a très peu de choses finalement ensuite, de manière romanesque. Est-ce que tu as ressenti en écrivant ce texte une forme de colère aussi contre cet oubli, ou est-ce plutôt une douleur un petit peu plus douce de celle qui va déposer une fleur sur une tombe anonyme? Je ne crois pas que j'étais en colère, tu vois, parce que finalement, on a tous été focalisés sur ce qui s'est passé dans notre pays à cette période-là. Par contre, oui, c'est très joli ce que tu dis là, déposer une fleur sur une tombe, c'est aussi faire sortir de cette tombe ces hommes et ces femmes qui, eux, ont continué à se battre. Parce que quand j'ai découvert ce qui s'était passé, moi, je l'ignorais aussi. Faut imaginer que on a tous pensé, enfin je ne sais pas si tout le monde le pense, mais après la guerre, les nazis sont vaincus et ceux qui les ont vaincus sont des héros. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu quand même généralement, sauf en Grèce, où quand même faut rappeler que il n'y a pas eu de débarquement, c'est-à-dire ce sont vraiment les résistants de l'intérieur qui ont réussi à chasser les nazis. Euh, et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont de nouveau traqués et en fait, on va les embarquer dans une sanglante guerre civile. C'est comme si on imaginait nos maquisards du Vercors et autres endroits en France qui reprenaient les armes ou qui ne les laissaient même pas et qui se retrouvaient persécutés alors même que c'est eux qui avaient résisté. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a plus sidérée, voilà, quand je l'ai découvert. Alors avant de rentrer dans cette période historique et de parler du roman, tu partages ta vie entre la France et la Grèce, tu as cofondé avec Bruno cette maison d'édition, les éditions Bruno Doucet de Poésie, et surtout tu portes cette culture comme lui dans ta chair depuis des années. Je voudrais savoir dans quelle mesure Laocratia et peut-être Eleftheria aussi sont une façon de peut-être rembourser une dette envers cette terre et un peuple qui t'a adopté aussi et dont tu portes peut-être aussi les blessures qui sont les tiennes.
Est-ce que tu écris pour cette raison-là? Est-ce que c'est aussi pour leur rendre l'appareil? Oui, je crois que c'est. Je ne sais pas si c'est rembourser une dette, hein, mais en tout cas, c'est pour les remercier. En fait, les remercier de cet accueil, les remercier d'être ce qu'ils sont, ces Grecs extraordinaires, qui sont des gens qui savent dire non, qui sont des gens à la fois courageux et accueillants. Et donc, c'est une manière de les sortir de l'ombre, de leur rendre hommage. Oui, de les remercier, voilà, de dire euh, merci d'être ce que vous êtes, merci d'être des résistants, et puis aussi, je me sens en communion avec leur destin, bien que je ne sois pas grecque. C'est mon plus grand regret. Alors, de manière plus tragique, j'aimerais que tu reviennes justement sur cet épisode-là. Que s'est-il passé pour contextualiser, puisque le roman est sorti hier, donc je pense que peu de personnes encore l'ont lu là ce soir. Comment tu pourrais contextualiser cette guerre civile qui finalement est parfois bien pire que ce qu'on a pu vivre auparavant et dont finalement personne n'a parlé, ou en tout cas très peu. Il y a une bibliographie, il y a des textes dont tu t'es comment dire, abreuvé, mais finalement, il y a très peu de choses. On a l'impression qu'il y a une omerta extrêmement puissante. Oui, alors une omerta en Grèce, mais un silence par ignorance chez nous et une omerta parce que faut imaginer que ça n'a jamais, ils ont mis 40 ans à régler ça. Alors, on va replacer un petit peu le contexte. Les résistants grecs ont évidemment, au moment où ils se battent contre les nazis, le soutien des Alliés. Et donc moi, je pensais naïvement qu'ils avaient le soutien des Alliés et que donc tout allait, j'allais dire, ça allait se terminer dans un joyeux happy end. Et tu parlais de colère tout à l'heure, mais peut-être que ma grande colère, ça a été quand j'ai découvert la trahison des Anglais, d'abord. Donc, en fait, on est dans une époque où Churchill et le monde occidental a une peur panique que la Grèce tombe dans l'escarcelle de Staline. Et donc, du coup, euh, même avant la fin du nazisme, enfin de l'occupation nazie, ils se mettent à soutenir par en dessous eh bien, ceux qui, le coup d'après, ne voudront jamais que les communistes ou la résistance se retrouvent au pouvoir. Donc, la première chose qui se passe, c'est que les résistants grecs, ben, ils s'y attendent pas. Donc, tu viens d'évoquer ce moment tout à fait singulier, totalement tragique, qui s'appelle Dekemvriana en grec. Donc, c'est ce 4 décembre, ce 3 décembre, pardon. La foule en liesse, mais les femmes, les enfants, les vieillards, enfin, tout le monde descend pour fêter la victoire. Et donc, ils arrivent sur la grande place principale d'Athènes, la place Syntagma. Euh, et là, pas très loin, il y a des chars britanniques qui attendent. On pourrait imaginer qu'ils sont là pour les aider, pour les soutenir, qu'ils sont du même côté. Et en fait, pas du tout. En fait, tout ça est déjà orchestré. Ils ont essayé de mettre un gouvernement que moi j'appellerais un gouvernement fantoche. Il y a pas d'union nationale comme il y a eu en France, tu vois, avec De Gaulle, etc. Non, pas du tout. Au contraire. C'est un gouvernement qui ne veut rien lâcher du côté des résistants. Les résistants grecs, c'était des hommes et des femmes qui n'étaient pas tous communistes, mais évidemment, il y avait aussi une résistance communiste. Et donc, le gouvernement tel qu'il est mis en place tout de suite après la chute des nazis, finalement, se retourne presque immédiatement contre les libérateurs. Voilà. Alors, ça commence comme ça et ça tire dans la foule. Et il faut imaginer que ceux qui tirent, ce sont les soldats grecs. Euh, et là, à ce moment-là, est-ce que vous pensez que les chars britanniques vont intervenir, s'interposer? Pas du tout. Ils ne bougent pas. La foule est sidérée, surprise. Le reste des manifestants continue à déferler sur la place, tandis que les premiers corps s'écroulent. Et là, la colère saisit la foule. Vous avez des gens qui se baissent, qui prennent leur mouchoir, qui le trempent dans le sang de ceux qui sont victimes et qui commencent à se diriger vers ceux qui tirent. Ceux qui tirent, ils sont dans cet hôtel qui s'appelle l'hôtel de Grande-Bretagne, qui est un des hôtels emblématiques d'Athènes. Et ça continue à tirer, ça continue à tirer, jusqu'à ce que les chars britanniques prennent position, mais pour protéger les tireurs. À partir de ce moment-là, tout bascule. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la guerre civile, on peut dire, démarre réellement. Et il y a des combats
pendant plus d'un mois, sanglant, dans toute la ville d'Athènes. Ça commence comme ça, voilà. Ça va durer jusqu'en 1949. Alors, il y a plein d'épisodes. Moi, je pense pas que ça soit. Enfin, je crois pas qu'il faut raconter tous les épisodes. Voilà, parce qu'en plus, c'est très interne à la Grèce. Ce qui est important pour moi, c'est de voir qui sont ces gens qui vont continuer à prendre les armes, qui sont ces très jeunes gens, ces très jeunes filles qui étaient déjà entrées dans la résistance avec un désir d'égalité, de liberté, de le pouvoir du peuple. Je pense qu'on va y revenir et qui se retrouvent persécutés, pourchassés. À un moment donné, on les oblige à déposer les armes. Ils vont se débrouiller pour en avoir d'autres, mais il va y avoir des arrestations, des déportations, des tortures et des combats acharnés dans la montagne pendant des années. Euh, et les Alliés, les Anglais, puis ensuite relayés par les Américains, vont vraiment être avec toute leur armée contre contre ces maquisards. Voilà. Et tu parles de combat, mais on peut aller même plus loin. Il y a eu véritablement des horreurs qui ont été commises à cette époque-là. On s'acharnait aussi sur les gens. Concrètement, je pense notamment à cet épisode dans un train. Il y a quand même des choses extrêmement violentes Alors, aussi. Alors, c'est la toile de fond, hein, bien entendu. C'est pas le sujet, c'est pas un c'est un récit livre d'histoire. historique, hein. On reparlera évidemment de Sophia juste après, mais c'est au moins pour poser la toile de fond. Je trouve qu'il y avait une véritable violence exacerbée. Il faut contextualiser aussi. À l'époque, entre guillemets, on pouvait tuer n'importe qui sans véritablement avoir de conséquences aussi derrière. Il faut aussi contextualiser, mais quand même, il y avait une violence extrêmement puissante. Mm, mm. Oui, et je pense qu'elle est allée, enfin, c'était d'autant plus violent qu'il y a eu vraiment des espoirs. C'est-à-dire que l'espoir d'un monde justement plus égalitaire, l'espoir d'un monde où on serait dans une vraie fraternité. Et tout ça s'écroule. C'est-à-dire on a chassé les nazis et finalement ceux qui sont au pouvoir, non seulement, bon, bah, ils sont pas tellement mieux, enfin, mais surtout, ils vont libérer les collaborateurs et ils vont les prendre avec eux. C'est-à-dire que ceux qui étaient déjà les bourreaux d'hier continuent à être les bourreaux du jour. Donc voilà le contexte. Alors tu parles d'un épisode particulièrement violent, là, celui du train, qui est effectivement un épisode réel. C'est parce qu'en plus il y a des bandes de brigands. Là, en l'occurrence, cet épisode-là, la bande de brigands, à leur tête, c'est un dénommé Sourlas. Ce sont des gens sans foi ni loi, et eux, ils sont protégés par le gouvernement. Et donc, ils font absolument toutes les exactions qu'ils souhaitent, absolument en toute impunité. Oui, ce sont des années effrayante, terrible. Oui. Alors justement, Eleftheria était plutôt un roman choral, plusieurs voix, plusieurs destins entrelacés. Laocratia semble plus resserrée sur un seul destin, celui de Sophia, même si évidemment gravite autour d'elle beaucoup de choses, mais est-ce que justement ce resserrement, ça traduit quelque chose de politique, comme si face à la guerre civile, les voix ne pouvaient plus se parler, comme si la choralité était elle-même devenue presque impossible, comme si chaque camp était finalement un peu enfermé dans son propre récit. Est-ce que c'est ça aussi la volonté de Muriel Zack derrière ce roman-là? C'est intéressant que tu présentes les choses comme ça parce qu'en fait, en t'entendant, je me dis, mais oui, bien sûr, c'est parce que c'était la guerre civile. J'avais envie qu'on soit vraiment à l'intérieur d'un destin pour qu'on puisse vraiment ne pas se perdre dans un côté, l'autre. C'est pas ça que j'avais envie de raconter. J'avais envie de raconter une femme et de montrer tout ce qui lui est, enfin, tout ce qui justifie ses choix. Il y a un moment donné où tu n'as pas choisi d'être dans la guerre civile, tu n'as pas choisi de devoir te méfier de tout le monde, tu n'as pas choisi que même dans ta propre famille, tu aies des doutes sur celui qui est en face, mais en même temps, tu y vas. Et donc, c'est quand même choral dans le sens où il y a les personnages qui gravitent autour d'elle sont de son camp. Voilà, dans ce sens-là. Mais il y a un personnage principal qui entraîne tout le monde derrière elle. Ouais. Alors, par rapport à Sophia, justement, tu dis en fin d'ouvrage que c'est quasiment la sœur de Zéna, d'où que j'aille, de Bruno Doucet. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand on avait reçu Bruno, il me semble, de mémoire, qu'il avait dit que vous aviez écrit quasiment les mêmes livres en même temps. Et c'est vrai qu'il y a des fortes ressemblances, que
qui a ces héroïnes adolescentes qui sont des résistantes, qui sont extrêmement courageuses. Quelle est l'histoire justement derrière cette aventure assez mystique? De mémoire, il avait présenté ça de manière mystique, et c'est vrai que ça paraît totalement fou, qu'en effet vous écriviez quasi, c'est pas évidemment c'est pas le même livre, on est évidemment d'accord, mais on sent qu'il y a une fusion aussi dans vos esprits par rapport à ces héroïnes-là. Mais je crois qu'en fait, on vit entouré de ces femmes grecques qu'on trouve tellement, dont on admire justement la résistance. Donc c'est assez naturel que ça nourrisse nos écritures. Donc oui, bien sûr que la Zéna de Bruno, qui court dans les montagnes en résistante pour porter les messages, c'est vraiment la sœur de Sophia. Ce qui est très amusant, c'est que nos deux personnages sont nés en même temps, mais sans qu'on s'en parle. On a fini quand même par s'en parler pour s'assurer d'un seul coup que ben, qu'elles n'avaient pas le même prénom, par exemple. Tu vois, parce que ça aurait quand même été un tout petit peu compliqué. Mais bien sûr. Et moi, Bruno a lu quand j'avais terminé, j'ai lu le sien quand il a terminé. Alors, les points communs ben voilà, sont quand même évidents. Je crois que ces femmes-là, ces jeunes filles, elles ont à l'intérieur d'elles cette incandescence qui éclaire nos chemins. C'est pour ça on a envie on y revient toujours en réalité. On a tout le temps envie de les raconter et de les re-raconter. Alors Sophia justement, elle a 16 ans, c'est une paysanne du nord de Grèce, ni intellectuelle, ni combattante finalement désignée. Est-ce que tu as délibérément choisi cette silhouette ordinaire pour montrer que l'histoire ne se fait pas seulement avec les héros qu'on attendait, mais surtout avec celles que personne n'avait convoquées? Alors là, oui, vraiment, j'y tenais beaucoup, tu vois, parce que en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la guerre civile, c'était tout de suite après avoir fini l'Efteria. Je voulais vraiment enfin, poursuivre, creuser, chercher. Et là, quand j'ai découvert à ce moment-là la place fondamentale de ces jeunes filles, euh, je me suis dit, mais c'était euh, rien ne les prédestinait à vivre un destin comme celui de Sophia, d'ailleurs, ou de Zéna. Et donc, j'avais pas du tout envie, tu vois, d'avoir euh, une héroïne qui soit exceptionnelle. Au départ, elle est pas du tout exceptionnelle, Sophia. Au départ, c'est une gamine, une adolescente qui vit dans un petit village sans grand intérêt, en Thessalie. Elle a plusieurs frères et sœurs. Ses parents sont très très pauvres. Bon, rien ne la, c'est pas écrit qu'elle devienne ça. Et puis, c'est plus fort qu'elle, en fait. Elle se laisse emporter par l'espoir, le tourbillon d'abord de cette résistance, et puis aussi, c'est important de le dire, il y a avant le début de la guerre civile, il y a un moment où le Front de Libération Nationale, dont elle fait partie, euh, Il y a d'ailleurs crée. plusieurs branches dans ce Oui, front. voilà, on va pas, c'est pour ça que je dis, je rentre pas dans les détails, mais en tout cas, ce mouvement qui a notamment cette armée de libération nationale, ce Front de libération nationale va créer un gouvernement, le gouvernement de la montagne, après il s'appellera. Et ce gouvernement, elle fait partie elle y croit, donc elle se retrouve, mais c'est une adolescente, mais qui va créer un club de jeunes. Par exemple, moi j'ai été tellement impressionnée quand j'ai vu en pleine guerre, qu'est-ce qu'ils font? Euh, Ils apprennent à jouer au ping-pong, ils font du théâtre. En fait, c'est une émancipation à la fois des femmes et des jeunes euh, qui se met en place à ce moment-là. Et c'est ça qui, au départ, anime ma jeune Sophia, le point de départ. Hein. Donc, j'avais très envie qu'on la retrouve, enfin, oui, que tu la trouves banale au début. Voilà. Et puis elle traverse quand même des épreuves extrêmes, que ce soit la clandestinité, la lutte armée, l'emprisonnement, la vie dans les montagnes. Comment justement tu as évité de l'héroïser au sens convenu du terme? Parce que est-ce que tu lui as en fait, est-ce que tu lui as accordé le droit d'avoir peur, de douter, peut-être même de regretter ses choix? C'était indispensable pour moi, parce que justement parce qu'elle a peur, parce que justement parce elle hésite, parce qu'elle doute, mais elle ne doute jamais de son combat.
son combat pour la laocratia, son combat pour le pouvoir du peuple. Elle doute de quoi? Mais elle doute des décisions qui sont prises parfois par sa direction. Elle doute quand il y a des exactions qui sont aussi commises de son côté. Parce que c'est pas les tout blancs d'un côté, les tout noirs de l'autre. Donc tous ces moments-là. Et puis, elle va se retrouver entrée dans la clandestinité. La clandestinité, quand on a 16 ans, 17 ans, c'est quand même pas rien. Et elle va aller de maison en maison, elle va vivre cachée pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre et qu'elle soit effectivement déportée. Elle est déportée, alors elle va pas sur l'île terrifiante de Macronissos ou celles qui sont les plus connues, mais elle va sur une petite île qui s'appelle Gavdos, qui est au large de la Crète. Et sur cette île, elle vit ben, ce que vivent les... tous ceux qui ont été arrêtés à ce moment-là. On essaye de lui faire signer un document qui s'appelle un document de repentance. C'est-à-dire, si elle accepte de se renier, euh, Ne lis pas nos bêtises sur le chat, Muriel. Tu vas te déconcentrer. j'avais pas vu le chat, mais là, tu... Pardon. Pardon. Du coup, je sais plus où j'en suis. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, elle va, euh, euh, encore une fois, son chemin n'est pas tracé tout droit, sauf une chose, elle ne regrette jamais son engagement. C'est-à-dire elle a même pas hésité une seconde à signer le fameux document de repentir. C'est ça dont je parlais. C'est-à-dire que ils sont nombreux à ceux qui signent. Bah, si tu signes que tu renies Euh, si tu signes que tu renies tes opinions, tu peux sortir, tu rentres chez toi. Jamais ça lui a traversé l'esprit. Mais c'est pas, elle n'est pas exceptionnelle. Ils ont été des milliers à ne pas signer, à ne pas vouloir signer. Donc, en ce sens-là, elle n'a pas de doute. Et pour tout le reste, oui, elle hésite. Oui, elle ne sait pas. Elle cherche. Et puis, bien sûr, la peur. Parce que si tu vis des choses aussi terribles, elle a peur pour elle, mais elle a peur aussi pour tous les gens qui la cachent. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Le nombre de gens qui prennent le risque de leur vie, au risque de leur vie, pour la cacher, c'est quand même ça aussi. Enfin, chapeau non plus, aussi plutôt. Alors justement, par rapport aux inspirations, il y a quelques inspirations. Il y a peut-être ce texte, Les enfants répudiés de Grèce, histoire d'une jeune fille grecque dans la tourmente des années 40, de Katina Tendalatifis. Est-ce que c'est la véritable histoire de Sophia? Est-ce que c'est celle-ci? Alors, non, non, mais en fait, c'est bien que tu me permettes de parler de cette femme parce que j'étais en train de concevoir mon roman. Des fois, il y a des petits miracles comme ça qui se passent. Donc, j'avais décidé que ça serait une jeune adolescente. J'étais en train de construire, voilà, son parcours, enfin, comme quand on est aux prémices. Et je tombe sur ce livre qui est, alors il est traduit par une amie grecque de cette, donc de Katina Tendalatifis, Geneviève Rouchette, euh, qui l'a traduit en français. Et Katina, elle a, c'est pas une œuvre littéraire, elle a raconté, elle a couché sur le papier ses souvenirs, mais ses souvenirs comme une adolescente qu'elle était à l'époque, de cet engagement dans la résistance, de cette exaltation, puis de la guerre civile. Elle n'a pas du tout été emprisonnée à Gavdos. Il lui est pas arrivé ce qui arrive à Ma Sofia, bien sûr que non. Mais en fait, elle m'a permis à la fois de valider l'existence de Sofia et aussi de donner de la chair à des petits détails du quotidien, les petits détails qu'une ado, pour le coup, par exemple, c'était la table de ping-pong, ça vient de Katina, parce que franchement, enfin, j'aurais pas pu imaginer ça. On se serait dit, bon, qu'est-ce qu'elle raconte, Muriel Zac, là? Voilà. Et Katina, c'est une femme qui elle aussi n'a jamais renoncé. Alors elle est morte aujourd'hui, moi je la connais pas. C'est pas Sophia, mais Sophia lui doit une certaine épaisseur. Voilà. Et l'ambiance de l'époque et Oui, bien oui, oui. le Mm. sel. C'est aussi la fin de l'adolescence pour Sophia. À un moment donné, dès le début du texte, très vite, tu écris: La jeune fille ignore que cette nuit sera la dernière de son enfance, que le cocon familial a explosé en même temps que l'obus pour ne plus jamais se reformer. C'est fort aussi comme image d'une fin d'adolescence. Elle a 16 ans, mais
On a l'impression qu'il y a une vraie rupture, quelque chose qui en effet ne sera plus comme avant. Et je trouve que tu l'écris une fois de plus extrêmement bien dans cet âge-là, charnière entre 16 et 18 ans, où on ne sait plus si on est un adolescent, un jeune adulte. Et on a l'impression que là aussi, il y a une bascule. Là, la bascule, elle est évidemment plus rare que dans nos sociétés contemporaines. On ne vit pas tous la guerre à 16 ans, heureusement, mais la bascule, de manière imagée, elle est terrible en réalité. Mm. Ça va être d'autant plus une bascule que d'abord elle bascule dans la résistance, mais qu'ensuite arrive cette fameuse guerre civile et que là, euh, non seulement le cocon familial a explosé, mais en plus elle a un frère qui est de l'autre côté. Et que donc, ça te fait aussi grandir plus vite. Alors, il y a cette fin d'adolescence, et puis il y a aussi euh, ces moments où tu la vois à la fois responsable, prendre des décisions, se battre. Enfin, là, vraiment, on n'est plus du tout avec eux. On se demande même, mais j'ai bien lu, elle a 16 ans, elle a 17 ans. Enfin, tu vois, tellement. Et puis, des moments où tu retrouves, parce que c'est qu'une ado, par exemple, les filles de son groupe, elle dirige un groupe de filles. Et puis, ben, de quoi elle parle? Elle parle de leurs rêves, elle parle des garçons, ou bien elle a des souliers, elle marche tellement, enfin, c'est presque des souliers en carton. Comment tu vas aller dans la montagne avec ça? Et puis, quand un de ses amis lui procure des belles chaussures, mais on a l'impression qu'elle vient d'être chaussée, c'est Cendrillon et la pantoufle de verre. Enfin, il y a ce mélange, voilà, qui fait que elle reste de son âge. Et en même temps, elle a pas le destin d'une adolescente insouciante qui n'est pas face à des responsabilités énormes. Et puis le roman, il explore aussi tous les mécanismes qui mènent à la haine. C'est aussi précisément ce qui rend la guerre civile difficile à raconter, plus difficile à raconter qu'une guerre étrangère, puisque l'ennemi est un frère, un voisin, quelqu'un qu'on a connu. On voit que les individus vont et viennent finalement sur le camp de la résistance. Comment justement Sophia apprend-elle à nommer ceux d'en face? Et est-ce que ce travail de nomination, il était aussi pour toi un travail pour toi et pour elle, un travail de déshumanisation qu'elle refuse ou qu'elle accepte? Moi, je voulais éviter, je te dis tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait les bons d'un côté, les méchants de l'autre, hein. Donc, c'est pas ça la guerre civile. La guerre civile, c'est aussi beaucoup de zones floues. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, ton voisin ou ton frère, il est pas de ton côté? Vous avez grandi ensemble, vous avez tout fait ensemble, et puis d'un coup, il y en a un de l'autre côté, un de l'autre. Euh, les rouages de la haine qui se mettent en place dans une guerre civile, j'ai vraiment essayé de les interroger. Et après tout ce temps, après l'écriture de ce livre, je sais même pas si je les ai vraiment encore compris tellement ça paraît fou en fait. Comment quelqu'un qui est si proche de toi euh, devient ton pire ennemi et ça devient à mort. Alors tu dis déshumanisation. Il y a une scène dans le livre où à un moment donné, elle est seule dans la montagne et en face d'elle, il y a l'ennemi. Et le premier qui va tirer est celui ben, qui va survivre. Et quand même, elle essaye d'éviter absolument d'imaginer que, par exemple, c'est son frère. Elle essaye de pas mettre un visage dessus. Elle essaye de pas penser à ça. Et en même temps, elle a du mal. Par exemple, à un moment donné, quand c'est la débâcle enfin, quand ils sont obligés de quitter Athènes pour partir dans les montagnes, les résistants emmènent avec eux bah, des familles de résistants pour qu'ils échappent aux représailles, mais aussi des otages de familles de l'autre côté. Et elle se trouve aux côtés d'une femme enceinte. Et cette femme est au bord d'accoucher. Elle en peut plus, elle marche, elle a un petit enfant avec elle. Et là, Sophia, elle va voir la chef de convoi. Elle dit, faut s'arrêter, il faut s'occuper de cette femme. Et la chef de convoi, elle lui dit, elle est de notre bord ou elle n'est pas de notre bord? Elle est rouge ou blanc, je crois. Ouais. Et Sophia, mais elle dit, mais je sais pas, c'est pas le problème. Donc tu vois, elle est loin d'avoir déshumanisé l'ennemi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ennemi là, il y a juste une femme dont elle va s'occuper parce que cette femme est en train d'accoucher au bord de la route. Et peu importe si cette femme, elle est de son bord ou du camp ennemi. Alors, je crois que tu peux te retrouver emporté par quelque chose qui est d'une violence inouïe, la guerre civile comme ça, et jamais
perdre quand même ton humanité. Enfin, en tout cas, j'ai cette espérance-là. En revanche, ce que tu apprends quand tu es dans la guerre civile comme elle, euh, c'est quels sont tous ces signaux imperceptibles quand tu rencontres quelqu'un qui va te permettre de comprendre si c'est un rouge ou un blanc, si c'est un ami ou un ennemi. Tu vas pas lui demander alors t'es de qui? Et donc il y a plein de petites choses euh, qui fait que avant de t'autoriser à peut-être demander l'asile par exemple quand tu es en cavale ou tu as besoin de vérifier et tu vérifies c'est imperceptible en fait. C'est tu- c'est pas écrit sur ton front, puisque de toute façon tu es du même pays, tu as la même langue, tu es né au même endroit, dans le même village. Alors t'es de quel côté? Elle va pas, finalement, elle va chaque fois s'étonner quand elle en rencontre un, surtout un qu'elle connaît, et puis qui est passé de l'autre côté. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Ça m'a beaucoup fait penser aujourd'hui à nos sociétés contemporaines où on est quand même à l'aube d'un repli communautaire, identitaire, sur notamment la question politique, de quel parti est l'autre. Mm, mm. Aujourd'hui, il y a une vraie question là-dessus et ça m'a fait penser à ça. Est-ce que tu es rouge, est-ce que tu es blanc? Puisque c'est la question qui revient aussi sans cesse pendant longtemps. J'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une survivance de cette question-là, notamment aux partis politiques, notamment par rapport aux religions également. Mais il y a un vrai sujet là-dessus et je trouve que là aussi, j'espère qu'on n'est pas au bord d'une guerre civile, mais en tout cas, les prémices sont visibles. Voilà. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi. Ah bah, je l'ai plus que ressenti, Anthony, parce que si j'ai décidé de faire ce livre, c'est pas seulement pour les Grecs, c'est pas seulement pour faire découvrir une période de l'histoire inconnue, ni pour mettre en valeur ces femmes. C'est aussi, peut-être d'abord, je sais pas, parce que la question de la guerre civile me paraît plus que brûlante, parce que cette question de la guerre civile, alors bon, je vais pas non plus jouer les Cassandres, nous sommes au bord de la guerre civile, mais ce moment insidieux où tu ne peux plus avoir de conversation politique avec tes amis parce que tu sais pas exactement jusqu'où ça va t'emmener, que tu sais pas exactement ce qu'ils pensent, mais on est en plein dedans. Moi, il y a 20 ans, ou même quand j'étais petite et que mes parents avaient leurs amis à la maison, je me souviens les discussions politiques et ça pouvait s'enflammer, on n'était pas d'accord. Et alors? Mais aujourd'hui, plus du tout. Alors, je dis pas que c'est la guerre civile, hein. Je fais attention à, je joue pas. Mais tu vois, ces choses-là, ce moment de bascule, et puis cette radicalisation des propos, cette outrance, ce manque de nuance, c'est ça les rouages de la haine qui se mettent en marche. Donc, raconter la guerre civile grecque, pour moi, c'est aussi raconter la guerre civile tout court et nous interroger tous ensemble sur ce qui la fabrique. On est bien d'accord. Tout à l'heure, je te poserai une question que je ne t'ai pas donnée à l'avance, mais ça m'est venu à l'esprit maintenant, notamment sur l'épisode de Stratis, qui voit sa bibliothèque brûlée. Et donc, je te poserai la question tout à l'heure, comme ça tu as le temps d'y réfléchir. Quel livre tu sauverais si ta bibliothèque brûlait, puisque Sophia voit cet individu devant sa bibliothèque brûlée et il lui dit, mais quand nous aurons gagné, tu m'entends, tu sauras qui sont Kakantzakis, Hugo, Tolstoï et Zola, je te le promets. J'ai trouvé ça extrêmement beau et donc je te poserai la question tout à l'heure. Tu sauveras un ouvrage. Évidemment, les ouvrages de Bruno Doucet sont exclus parce que sinon ce serait trop facile. Euh, oui, j'aimerais qu'on parle de ces figures féminines et de la résistance, puisque de Rebecca et Rachel dans Eleftheria à Sophia dans ce roman-là, tu construis quand même depuis plusieurs romans une galerie de femmes jeunes, prises dans la tourmente de l'histoire grecque. Est-ce que tu cherches dans chacune d'elles quelque chose d'impossible à trouver dans une figure masculine, une façon d'habiter peut-être le politique un petit peu autrement, depuis un corps qu'on n'a pas forcément armé ou qu'on n'a pas prévu peut-être dans les organigrammes de la résistance. C'est intéressant de voir que tu t'attaches à ces figures-là que tu ne pourrais pas peut-être ou que tu n'as pas voulu mettre dans une figure masculine. Qu'est-ce que ça dit aussi de la romancière? Alors, oui, j'aurais vraiment plus de mal. Je ne crois pas que j'aurais pu le faire dans autre chose qu'un corps féminin. Pas parce que je pourrais pas me mettre dans la peau d'un homme, mais parce que ce qui est passionnant dans cette histoire aussi, c'est la force émancipatrice pour les femmes, et notamment les jeunes femmes, qu'a représenté cet engagement.
dans ce mouvement de résistance et aussi dans la guerre civile. Il faut imaginer qu'on est dans une époque où les filles, elles sortent pas comme ça, où les filles, elles mettent pas de pantalon, où les filles, elles doivent demander l'autorisation de tout faire. Et là, d'un seul coup, c'est comme la porte qui s'ouvre, une porte incroyable. Parce que Sophia, quand son père, quand elle va voir ses parents, et puis elle dit, là, on a un rassemblement sur la montagne, ça dure 2 jours, je pars. Et peu importe si le père vitupère, si le père dit mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens qui vous êtes des traînés, enfin etc. Cette libération-là, c'est aussi l'ascension des femmes. Bah, elles se sont mises pardon, à prendre des responsabilités et dans le mouvement et au-delà. Et pour le coup, les LAS, enfin je veux dire le Front de Libération national, avait aussi un désir d'émancipation des femmes en leur donnant de la place, hein. Mais moi, j'avais très très envie qu'on voit ça. Et peut-être aussi parce que ça résonne là aussi encore fortement aujourd'hui. Euh, on ne peut pas, on ne pourrait pas s'en sortir sans l'engagement des femmes. C'est une conviction que j'ai. Alors ça commence pour moi depuis les déesses de l'Antiquité, hein, et jusqu'à Sophia. Je crois qu'elles sont indispensables. Et en tout cas, là, dans ce mouvement-là, tu vois, par exemple, moi, je travaille beaucoup en regardant des photos, enfin, des photos d'archives. On en a quelques-unes, on n'en a pas tant que ça, mais on en a. Mais regarde ces femmes. Tu les vois là, avec leurs fusils, partir. Enfin, euh, elles font l'effet, tu vois, de ce que nous font les combattantes kurdes aujourd'hui. C'est-à-dire, enfin, on a les larmes aux yeux quand on les voit. Euh, c'est pas que c'est plus normal pour un homme, c'est pas ça. Mais On est plus habitué, en tout cas. peut-être, peut-être. Et puis après la guerre, c'est pareil d'ailleurs pour les résistantes hein, françaises en France. Après la guerre, on n'a plus vu que les hommes. Hein, il y avait eu que des hommes en résistant. Hein. Les femmes, on les a quand même un peu oubliées aussi. Sauf que le boulot qu'elles ont fait, c'était pas seulement d'être sur leur vélo avec leur jupette et de porter des messages. Hein. Bon, enfin, voilà, on va pas, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais tu vois, c'est aussi important qu'on voit ces femmes grecques dans ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont mis en œuvre, le courage qu'elles ont eu, la force qu'elles ont eu. La résistance, c'était pas des mots pour elles. C'était un espoir d'avenir. Alors, laocratia, alors je ne sais pas si on dit tia ou sia, tu me diras. Le mot, à chaque fois, il y a un nom grec dans tes titres. Comme si finalement, alors trois de tes romans adultes ont justement des titres grecs, on refait l'histoire, Eleftheria qui veut dire liberté, Tosca d'un opéra de Puccini dont l'air dit Je vais mourir à l'aube, et maintenant la Ocratia. Est-ce que cette langue pour toi c'est une clé, une façon de dire qu'il y a peut-être des réalités que le français ne peut pas contenir, qu'il faut aller chercher un mot plus ancien, plus dur, plus exact, plus ancré finalement dans l'humanité? Qu'est-ce qui fait que tu continues à utiliser ces mots-là? En tout cas, pas du marketing. Non, ça c'est sûr. Parce que on commence déjà à me le reprocher. Oh là là, ce titre compliqué. Oh là là. Bon, moi, C'est je peux pas dommage. faire autrement. Euh, alors moi, je dis laocratia, mais je sais que on peut dire laocratia aussi. Donc, t'embête pas avec la prononciation. Puis ça dépend. Comment laocratia, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir du peuple. Ça veut pas dire le pouvoir au peuple. Ça veut dire le pouvoir du peuple. Tu vois, un titre, Le pouvoir du peuple, c'est plat, ça dit rien. Ou alors on dirait un traité de politique. Mais c'est aussi un prénom. Tu l'as dit tout à l'heure, comme Eleftheria. Eleftheria, c'est un prénom aussi. Donc en réalité, il y a toute cette nuance. Et puis cette langue grecque, bah, qui est quand même un creuset, un chaudron pour nous. Enfin, moi, je ne pouvais pas lui trouver autre chose. Et puis aujourd'hui, je pense que Mais le pouvoir du peuple, il est quand même très important, même s'il est souvent inexistant. La Grèce, dans tes livres, n'est jamais un décor de carte postale. C'est toujours une terre qui saigne, une terre où la beauté et la douleur sont souvent inséparables. Comment est-ce que tu travailles cette ambivalence, justement, dans la phrase elle-même, cette façon de faire coexister la lumière grecque d'un côté, la violence grecque dans le même souffle?
c'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, n'importe qui dans la rue pense à la Grèce avec un décor de carte postale et un billet EasyJet directement. Là, pour le coup, on est sur autre chose. Tu fais vivre la Grèce, comme Bruno également, de manière totalement différente, avec un angle extrêmement ancré dans l'histoire. On pourrait penser aussi à la dette grecque. Il y a peut-être deux mots qui viennent à l'esprit quand on pense à la Grèce aujourd'hui, c'est la dette et les plages. Pour le coup, on est sur autre chose et j'aimerais savoir comment justement tu travailles cette ambivalence pour faire coexister cette différence d'imaginaire collectif. Tu sais, au moment où on a travaillé la couverture avec Emmanuel Colas, il y a quand même des gens qui nous ont dit, mais vous mettez pas de bleu? Et Voilà, tu vois. voilà, et Donc, voilà, ça va bah non, jusque-là. non, on pourrait parler de la Grèce, figurez-vous, sans mettre du bleu. Et pourtant, c'est vrai que le ciel est bleu. Et même dans mon livre, le ciel est bleu. Enfin, pas tout le temps, mais voilà. Euh, Cet imaginaire grec, ça arrange bien tout le monde. Tu sais, c'est un peu comme, voilà, tu viens en vacances, mais tu cherches pas à savoir ce que vivent les gens et quelle langue ils parlent et même ce qu'ils mangent. Bon, tout ça, c'est une manière de regarder l'écume des choses qui m'intéresse pas du tout. Euh, Après, ce que j'essaye, euh, tout en montrant donc des pans sombres de leur histoire, c'est qu'il reste quand même de la lumière, c'est qu'il y ait aussi de la joie et de l'espoir. Et ça, en fait, je le travaille enfin, j'essaye de le travailler par les relations entre les personnages. Tu vois, ces relations de solidarité, de fraternité, d'amour, d'amitié, d'hospitalité, que ça soit sur l'île de Gavdos ou tout au long du parcours de Sofia, eh bien, ces relations-là, c'est ça aussi la Grèce, et largement autant que les plages. Et oui, effectivement, ben moi, on est à la fin du livre, on est dans la montagne, et il y a des tempêtes de neige, parce que c'est aussi ça la Grèce, exactement comme quand Zéna, dans le roman de Bruno, court dans la haute montagne. Et oui, il pleut, mais parce que la Grèce, c'est pas du soleil 365 jours par an. Et, hum, et qu'est-ce qui est important, en fait? Qu'est-ce que c'est l'âme grecque? C'est ça qui est intéressant. C'est c'est cette main tendue, c'est ça. C'est euh, cette profonde humanité. Donc, voilà ce que j'ai envie de mettre de la Grèce dans mes livres. Tu vois? Et alors peut-être que finalement l'inspiration, elle est plus du côté des écrivains grecs que j'aime fréquenter, comme Kazantzakis. Qu'est-ce que c'est sombre des romans de Kazantzakis. J'écris pas comme Kazantzakis, ça je me compare pas à lui, ce grand homme, mais mais c'est sombre et en même temps, et c'est violent et en même temps, qu'est-ce que c'est fort entre les gens. En fait, il n'y a jamais rien de il n'y a pas de demi-mesure. Euh, il y a jamais, c'est pas mou. Voilà. Tu trouveras rien de mollasson dans ce qui est grec. Alors peut-être que c'est ma manière à moi de vouloir faire découvrir ce que j'appelle la Grèce authentique. Voilà. Très bien. Alors, tu viens du journalisme, celui de la rigueur documentaire. Comment tu négocies justement dans chaque roman la frontière, et notamment avec celui-ci, la frontière entre la rigueur historique et la liberté romanesque? Et est-ce qu'il y a des moments justement où Sophia t'a emmené là où l'historienne en toi pouvait résister? Ah, ça c'est très compliqué. Ce livre-là m'a demandé beaucoup, beaucoup de documentation. Beaucoup. Parce que pour pouvoir simplifier, tu vois, parce que c'est très, ce sont des rouages compliqués, il y a des tendances, il y a des, etc., des étapes. Je voulais pas raconter ça. Je ne suis pas historienne et en plus, c'était pas le cœur de mon sujet. Mais pour pouvoir la faire évoluer dans un contexte, un canevas historique juste, il fallait vraiment que je creuse chaque moment. Tu vois, donc je ne sais pas, par exemple, j'ai découvert que la première fois que des bombes au napalm ont été expérimentées sur des humains, c'est les Américains qui les ont données généreusement aux avions de l'armée grecque pour bombarder les résistants, hein. Bon, ben ça, par exemple, tu vois, je voulais le raconter absolument. Ça, c'est historique. Enfin, donc je pars vraiment d'éléments historique. À quel moment elle m'emmène là où... Euh, ben simplement parce que c'est un personnage de fiction. Je crois qu'en tout cas, elle m'a pas emmenée.
encore moins dans celui-là que dans aucun autre, je pense pas qu'il y ait d'invraisemblance. Tu vois, j'essaye toujours que ça soit plus exactement que mes personnages se glissent dans le moment, dans l'événement réel. Et je transforme la petite anecdote historique que j'ai trouvée dans tel ou tel, en fouinant dans tel ou tel document. Euh, Tu vois, par exemple, tu parlais du train tout à l'heure. C'est un moment terrible qui a vraiment existé. Ce journaliste de l'humanité locale qui s'appelle le Ritsus Pastis et qui se fait euh, euh, prendre et torturer et massacrer devant les passagers du train par cette bande de voyous. Bon, là, j'ai souhaité que mes personnages, c'est pas Sophie en l'occurrence, mais que mes personnages soient dans le train, y assistent. Donc évidemment, j'ai recréé complètement toute la scène à l'intérieur du train. Mais le point de départ est un événement réel. Euh, je ne crois pas que Sophia m'ait emmené très loin, euh, pas dans la trahison en tout cas. Par contre, tu vois, je suis pas historienne et je continuerai à le dire. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit, ah mais non, c'était pas à cette date-là, bon ben ok, excusez-moi. Tu vois, je me formaliserai pas si j'ai fait une erreur comme ça. Ce que je voudrais vraiment, ce dont j'essaye de m'assurer quand j'écris, c'est de ne pas faire d'erreur, comment, psychologique. Ça, c'est le plus important pour moi. Ok. Eh bien, c'est le moment de nous lire ton premier extrait, Muriel. C'est à toi. Je ris parce que je ne pouvais pas imaginer la question que tu allais me poser juste avant, mais voilà. Le ciel est d'un bleu profond ce matin. Pas un nuage. On se croirait encore en été. Sophia et Chrysoula rentrent des prés, les paniers chargés des herbes sauvages qu'elles sont parties cueillir. En passant devant la petite chapelle de leur quartier, un des rares bâtiments encore debout, elles aperçoivent une bande de jeunes rassemblés autour d'une fille juchée sur une caisse renversée. Elles reconnaissent Raroula, la nièce de Stratis, et s'approchent. Joignez-vous à nous, les filles. La jeune femme n'a que 2 ou 3 ans de plus qu'elle, mais en impose. Elle se présente, tête nue, un foulard rouge noué autour du cou. Chrysoula admire ses bottes. Chut, tais-toi, écoutons-la 5 minutes. Sophia a toujours envié l'aisance de Harula, qui sait que dire ou que faire en toutes circonstances. Elle ne l'a jamais confié à sa cousine, mais c'est elle qui lui avait glissé en cachette le poème pour la patrie dans le petit bout de papier roulé. Ce n'est un secret pour personne, son oncle Stratis milite au sein du Front de Libération Nationale. Quant à ses frères, ils ont rejoint la lutte armée. Maintenant, Harula explique que c'est à eux, les jeunes Grecs, de se battre pour chasser l'occupant et construire un monde meilleur. Elle parle des impérialistes qui veulent annexer leur pays, des riches qui refusent de partager leurs terres et exploitent les travailleurs, des nantis qui collaborent avec l'ennemi pour maintenir leurs privilèges. Elle dit qu'il faut balayer les nazis et préparer la suite. L'adolescente ne comprend pas tout du discours politique de Rahula, mais elle entend des mots qu'elle a appris à aimer, ceux que prononçaient si souvent Fanny et ses camarades, patrie, paix, liberté, résistance, fraternité, des mots qui vibrent et la font vibrer. Rahula y ajoute les mots révolution, prolétariat, lutte des classes. Elle dit qu'ils doivent tous se mobiliser pour préparer l'avènement du pouvoir du peuple. C'est la première fois que Sophia entend le mot laokratia, le pouvoir du peuple. Tout de suite, elle l'aime. Comme on aime un cri longtemps étouffé, qui sort enfin du gosier, un cri d'amour et d'espoir, un cri qui sauve. Sophia regarde autour d'elle. Les visages sont souriants, les yeux brillants. Oui, la parole de Raroula fait du bien. Mais qu'attend d'eux la jeune femme? Il faut vous enrôler maintenant, militer, vous engager. L'avenir viendra de nos efforts à tous. Les jeunes filles présentes dans l'assistance se regardent incrédules. Sont-elles bien concernées par cet appel? Oui, les filles aussi, bien sûr. Vous croyez quoi? Que la libération du pays peut se passer de nous? Que la révolution est réservée aux seuls garçons? Des rires gênés accompagnent ces derniers mots. Alors Sophia se dresse. Moi, je veux bien en être. Que faut-il faire? Merci, Muriel. J'aimerais qu'on parle un peu d'amour. Dans Eleftheria, Rachel était une adolescente qui tombait amoureuse du marin Nikos au moment précis où l'invasion aéroportée allemande déferlait sur la Crète. Il y a quelque chose de vertigineux justement entre ça, entre ce croisement, entre l'éveil du désir d'un côté et l'irruption de la violence de l'autre, dans le même instant. Est-ce que Sophia connaît elle aussi ce vertige?
Et est-ce que l'amour chez elle est une sorte de résistance ou une vulnérabilité supplémentaire? Sans trop en dire non plus, Muriel, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore lu, bien entendu, mais tu vas essayer de ne pas répondre à la question de manière frontale. Mais est-ce que ça se passe aussi comme ça pour elle? Bien sûr que ça se passe comme ça pour elle. C'est tellement exaltant de partir dans la montagne, de se retrouver avec des camarades. Bien sûr qu'il se passe des choses qui sont aussi cet éveil sensoriel, cet éveil amoureux. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait particulier dans cette histoire. Dans cette histoire, là, je parle de l'histoire avec un grand H. C'est que, comme les femmes étaient nombreuses dans les mouvements de résistance, il y avait des consignes très strictes. On est camarades, on ne couche pas, on ne s'occupe pas de ces choses-là. L'amour, non, on n'a pas de, c'est pas fait pour nous. Et puis les filles, d'accord, on leur donne des armes, elles portent le pantalon, mais elles doivent être irréprochables. Donc il y a aussi ça, il y a une tentation, mais une tentation vite réfrénée, parce que de toute façon, on ne fait pas ça dans le mouvement. Et puis, bah, il y en a d'autres d'adolescentes qui sont plus, qui ont le parfum de la liberté, de la sensualité, qui sont déjà plus loin que Sophia. Et donc, elle va être face à ça. Donc oui, bien sûr que, en fait, l'amour est présent pendant tout le temps. Et l'amour, et les amours même. Mais comment? Jusqu'où? Tu vois, hein, j'arrive à pas raconter. Très bien, bravo, je suis impressionné. Il y a un fil conducteur aussi qui traverse toute ton œuvre et aussi ici avec la Ocratia, c'est la transmission. Mais transmettre quoi exactement dans ce roman-là? Est-ce que c'est l'événement historique brut, la mémoire de ces femmes justement combattantes oubliées? Est-ce que c'est quelque chose de plus difficile à nommer, comme la façon dont une jeune fille non préparée se métamorphose peut-être en une sorte d'être politique? C'est pas que la transmission d'un événement, ça c'est sûr. Euh, c'est, en fait, c'est peut-être la transmission que on a toujours raison de forcer son destin. Et que ce que fait Sophia, c'est pas exceptionnel, mais c'est ce à quoi on devrait peut-être toutes et tous se préparer. Être capable de faire ça, être capable de vivre en suivant ses idées. C'est plutôt ça qui, tu vois, Katina Tendalatifi, ce que tu as cité au début, et toutes les femmes comme elle qui se battent pour la liberté, pour leur liberté, mais pour notre liberté. C'est elles que j'ai plutôt envie de, alors, oui, transmettre leur mémoire, mais pas seulement. Tu sais, j'aime pas le mot devoir de mémoire. Pour moi, c'est pas un devoir, la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose qui nous sert pour aujourd'hui et pour demain. Donc, ces femmes-là, elles nous tracent un chemin. Donc, ce que je transmets, j'ai presque l'impression de le faire dans chacun de mes livres tout le temps. C'est-à-dire, on a l'impression que je, tu vois, la mythologie, la guerre, Deuxième Guerre mondiale, tout ça, non. Pour moi, je fais la même chose tout le temps, en fait. C'est, euh, elles nous tracent un chemin, ces femmes-là. Elles nous disent qu'il faut oser. Elles nous disent qu'on a toujours raison de se battre pour ses idées, de croire en quelque chose. Euh, et en reprenant l'expression galvaudée, quoi qu'il en coûte. Et puis, oui. Et puis Sophia, elle croit passionnément surtout aux idéaux de justice et d'égalité. Et finalement, la Ocratia, ça pose aussi la question de ce qu'on fait quand les idéaux mènent à la violence. Et j'aimerais savoir finalement, toi, Muriel, après tout ce que tu as lu, tout ce que tu as écrit sur ces histoires, est-ce que tu crois encore au pouvoir de ces mots-là? Alors non seulement j'y crois, mais ce que tu viens de dire est tout à fait central dans une réflexion plus à venir d'ailleurs que forcément dans le roman. Mais oui, il y a un moment donné, enfin, tu sais, c'est la question des massales. Euh, il y a un moment donné, pour tes idées, peut-être qu'il y a des choses que tu dois faire. Tu sais, c'est comme, je suis comme plein de gens, je ne rêve que de la paix et je hais la guerre, mais je dirais pas le pacifisme à n'importe quel prix. Euh, Tu vois, le pacifisme qui trouve, bah, du coup, voilà, on a envahi mon pays, mais c'est pas grave, je suis pacifiste, alors je bouge pas. Non, il y a un moment donné où quand quelque chose est plus, enfin, quand tes idéaux, quand tes valeurs et les choses auxquelles tu crois sont bafouées,
eh bien oui, tu, tu, tu peux peut-être aller jusqu'à la violence, tu peux peut-être aller jusqu'à... en tout cas, tu ne te résignes pas. Donc ces mots-là, les valeurs de Sophia, de justice, de fraternité, de liberté, d'égalité, alors eux, pour le coup, pour moi, ils sont toujours pas galvaudés. Je suis peut-être incorrigible. Par contre, ce que j'aime, c'est vraiment la nuance. J'aime qu'on soit pas dans des choses. Enfin, voilà, je trouve qu'on est dans une époque qui manque singulièrement de nuances. Et, euh, et pour le coup, le manque de nuances conduit à la guerre civile. C'est pas ce que je souhaite. En revanche, on peut garder chevillé en soi l'idée que ces combats-là méritent d'être combattus, enfin qu'on mérite de se battre pour eux et qu'ils ont toujours une possibilité de gagner sans forcément devenir une caricature, quoi. Et j'aimerais te parler, puisque dans Tosca, tu n'hésitais pas justement à nommer les bourreaux, la milice de Paul Touvier, l'antisémitisme d'État. Dans la Ocratia, c'est plus délicat, puisque la guerre civile va compliquer aussi cette désignation-là. Il n'y a pas de monstre évident portant un uniforme étranger, même s'il y en a certains qu'on n'a pas envie de côtoyer. Est-ce que c'est cela le vrai sujet du roman? Est-ce que c'est celui de montrer que la barbarie n'a pas toujours un visage, qu'on peut facilement haïr et qu'elle peut avoir le visage du voisin, d'un visage finalement difforme, informe. On a l'impression que la barbarie se niche un petit peu partout. Est-ce que c'est ça le sujet aussi du roman? Oui, mais en même temps, c'est aussi, je sais pas si tu te souviens dans l'Efteria, quand l'italien se posait la question de savoir pourquoi on est résistant et pourquoi on Ouais. l'est pas. Dans Tosca, Tillouy, le résistant qui est arrêté, qui regarde le milicien qui a le même âge que lui et qui se demande finalement pourquoi lui est d'un côté et l'autre de l'autre, c'est aussi ça. C'est la banalité du mal qui est plus intéressante. Donc là, oui, la barbarie, c'est pas, à part Sourlas et sa bande que j'ai évoquée tout à l'heure, qui ont quand même un visage d'infâme salopard et monstrueux, j'avais pas tellement envie qu'on ait voilà des monstres et puis qu'on puisse se dire oh ceux-là comme ils sont comme c'est la haine. Non, non. On ne sait pas qui, enfin, je voudrais peut-être pas le dire, mais Non, non, pareil. Non, non. non, enfin voilà, il y a des gens qui trahissent et il y a des gens qui vous dénoncent et on ne sait pas d'où ça vient, quoi. Donc ça, ça veut dire que le plus, Que je peux l'humain peut-être est quand même faillible. je peux peut-être raconter quand même une anecdote à un moment donné dans un village quand il y a une femme qui, pour une vengeance personnelle, dénonce aux résistants une femme, une autre, une voisine, euh, en disant qu'elle a été collabo. Et ça se termine tragiquement. Euh, il est où le mal, là, hein. D'un seul coup, il a changé de camp. Donc ça aussi, c'est important. Ouais. Et tu as réussi quand même avec ce roman-là à ne pas en faire un plaidoyer partisan. Tu choisis aucun camp, justement, au détriment de la complexité humaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous allez lire ce roman, vous n'allez pas savoir qui aimer et qui détester. On est Ben, parce que d'accord? c'est ça la vraie vie. C'est Bon, il y en a pas. certains qu'on peut détester facilement quand même, hein. On parle de la vraie vie, hein. Il y en a qu'on va détester. Oui, allez, on va y aller. Alors, on va prendre une petite photo de groupe parce que j'ai oublié tout à l'heure. Voilà, malgré moi. 3, 2, 1. Ah oui, il faut le prendre. Et c'est bon, parfait. Alors justement, j'aimerais que tout à l'heure, je t'ai parlé de cette scène où une bibliothèque brûlait. J'aimerais que tu nous dises, si tu devais choisir un seul livre, sauver un seul livre de ta bibliothèque qui était en train de brûler, lequel aurais-tu choisi? Ça, si tu m'avais dit avant, j'aurais bien réfléchi longuement parce que euh, j'hésiterais euh, j'hésiterais entre l'Odyssée et le Christ crucifié de Kazantzakis.
Parce qu'en fait, tu peux les relire et tu peux les relire tant que tu veux et tu trouveras toujours autre chose. Mais je suis sûre que demain, je vais me dire, mais non. Ou alors, j'emmènerai Antigone. Mais le Antigone de Beauchot. S'il y en a qu'un à sauver. C'est impossible ce que tu demandes. Tu peux pas en sauver qu'un. C'est la fin du monde. Disons qu'il vaut mieux déjà sauver sa propre vie dans ces cas-là, mais en priorité, un livre. Ok, Allez. bon, allez, ça va, on t'en garde trois, c'est bon. Oh, merci. Euh, après Eleftheria, Tosca, Laocratia, qui finalement, à mon sens, même si ce sont trois sujets différents, qui marchent conjointement. C'est vrai que pour connaître ton œuvre, j'ai l'impression qu'il faut les lire, ces trois-là, de manière pas forcément successive, mais en tout cas, il y a un véritable cheminement qui sont pris totalement dans la violence de l'histoire. Trois façons aussi de peut-être de dire non à l'oubli. Est-ce que tu sais déjà, est-ce que tu pressens vers quel silence tu vas marcher ensuite? Est-ce que c'est toujours la Grèce qui va choisir pour toi? Est-ce que tu sais déjà où tu vas aller plus tard? Est-ce que c'est peut-être déjà le cas? Tu es déjà en train d'écrire quelque chose, mais tu as tellement de palettes et de cordes à ton arc que finalement, c'est une surprise à chaque fois de te découvrir en tant que poète, romancière ou autre. Et j'aimerais savoir si déjà quelque chose se trame. Même si celui-ci vient de sortir hier, je sais, c'est terrible. On est bien d'accord. Alors écoute, il y a plusieurs choses. J'allais te dire, il y a plusieurs fers au feu. Mais j'ai un autre roman. Est-ce que j'ai l'autorisation d'en parler? Oui, bah écoute, je ne sais pas s'il peut me dire, mais dans le chat, on peut me répondre si j'ai l'autorisation de parler du prochain roman que je publie ou pas? Non? Je ne Bon. sais pas. Il Oui, a dit il a dit oui. oui. Euh, donc mon prochain roman est consacré à la poétesse Sappho. Euh, il s'appelle J'ai servi la beauté et va paraître au début de l'année prochaine aux éditions Bruno Doucet. Donc tu vois, je te réponds. Donc je suis encore en Grèce et je suis encore avec une femme libre, avec une femme. C'est vraiment un roman et c'est aussi une femme qui était politique, et qui parlait avec les dieux. Voilà. Donc tu vois. Et sinon, je suis en train d'écrire à nouveau pour la jeunesse, parce que je ne veux pas laisser tomber ça. Mais oui, il y aura un autre roman ensuite qui va poursuivre ce que j'ai déjà commencé avec Eleftheria et Lauratia. Je ne vais pas les laisser comme ça. Très bien. Alors, ça rejoint la prochaine question, c'est ton recueil de poèmes, Elles ont surgi d'une vague aux éditions Bruno Doucet l'an dernier, était consacré à des portraits de femmes grecques, de la mythologie à nos jours. Est-ce que les personnages que tu évoques pourraient faire partie de cette vague-là? Je pense à Sophia évidemment, mais est-ce que la romancière et la poète en toi travaillent depuis le même endroit ou depuis deux sources d'eau, entre guillemets, radicalement distinctes? Mais est-ce qu'un personnage de roman peut aussi intégrer un recueil de poèmes? Ben, c'est tellement vrai que dans Elles ont surgi d'une vague, il y a un poème qui est consacré à Rebecca, Oui, héroïne c'est de vrai. Eleftheria, et un poème consacré à Ariadne, héroïne de Eleftheria, et qu'on retrouve aussi dans Laocratia. Donc bien sûr, et si le recueil de poèmes n'était pas déjà paru, euh, eh bien, je pense qu'il y aurait un poème sur Sophia. Très bien. Très bien. Et justement, est-ce que parfois le poème peut être le prémisse ou au contraire, c'est plutôt le roman qui déclenche la soif de poésie? Non, chez moi, c'est plutôt le roman qui déclenche la poésie. Ok, très bien. Comme tu vois, c'est comme une manière de ne pas, en fait, de ne pas en finir, de ne pas m'arrêter, de continuer le bout de chemin. Bruno Doucet qui dit dans le chat, en effet, seconde édition augmentée avec Sophia. Voilà, c'est fait. C'est signé. Je pose deux questions à mes invités la plupart du temps de manière récurrente. Alors toi, ça fait plusieurs fois que je te reçois, donc j'ai dû changer les questions. La première, c'est quelle personne de ton entourage que personne ne connaît mériterait qu'on écrive sur elle? Alors, comme tu me l'avais dit à l'avance, j'ai pas réussi à me décider. Tu m'autorises à deux, Allez, juste, oui, bien sûr. mais, euh, mais en fait, qui vont un peu aller dans le même sens. Je pense que ce sont mes deux amies grecques voisines. Euh, Tu vois, pendant que nous sommes en train de parler,
ma voisine a pris les clés de la maison. Elle est rentrée en me disant, elle m'avait dit, chut, je ferai pas de bruit, je ferai pas de bruit, hein, parce que et elle a déposé à manger. Euh, Parce qu'elle sait que comme je travaille ce soir, je vais pas avoir le temps de faire à manger, tu vois. Donc elle s'appelle Rena et l'autre qui s'appelle Nikki, eh bien, c'est quelqu'un pareil elle a rien mais elle te donne tout, qui t'accueille comme si tu étais de sa famille. Et Rena et Nikki, c'est des femmes qui s'occupent toujours des autres, tout le temps. C'est vraiment des héroïnes d'aujourd'hui que personne ne connaît. Sauf, j'ai un peu triché parce que j'arrivais pas à trouver quelqu'un d'autre. Bruno m'a dit, et dis donc, tu as écrit un poème sur chacune d'entre elles dont elles ont surgi d'une vague, donc elles sont déjà dans un livre. Ok, ok. Mais ça suffit pas. Donc, ce que tu demandais, c'était pas seulement un poème. Et elles sont vraiment la continuité de l'âme grecque. Et tu vois, quand j'écris quand je raconte Sophia, j'imagine Niki petite, tu vois, ou bien sa fille. Et ces femmes-là, on mérite, enfin, elles mériteraient vraiment d'être des héroïnes dans des romans parce que justement, elles cherchent pas du tout à attirer la lumière. Elles font leur travail et pour elles, leur travail, c'est que les autres autour d'elles soient bien. Au risque de s'oublier, beaucoup trop, beaucoup trop. Euh, bon, voilà, ces deux-là, Rena et Nikki. Rena et Nikki. Bah, j'ai bien fait de poser la question alors. Cette anecdote est très belle. C'est plus qu'une anecdote d'ailleurs. Et donc la deuxième question, c'est celle-ci, c'est une question à une question. Quelle question redoutes-tu le plus lors d'une interview? Et donc tu n'as pas obligation de répondre puisque cette question-là, je la poserai à l'invité d'après, dimanche, à Madeleine Allard. Mais tu as le droit également d'y répondre. Mais alors, en fait, je me suis dit, quand j'ai vu que tu m'allais me demander ça, moi, je redoute aucune question. Mais vraiment aucune. Par contre, je sais pas, je peux pas forcément répondre à. Et là où je suis embarrassée, c'est pas que je les redoute, tu peux me les poser, c'est quand on commence à me poser des questions avec des dates et des chiffres. Parce que, mais je suis, mais au-delà de nul. Donc, tu vas me demander même des dates de publication, trucs que j'ai fait, je sais pas. Tu vas me demander, là, je peux te dire, la guerre civile s'arrête en 49, mais m'en demande pas trop. Quand est-ce que les accords de Varkisa ont été signés? Je ne sais pas. Tu vois, euh, ou si tu me dis dès qu'il s'agit de chiffres, mais je suis, alors, je peux m'étaler lamentablement, voilà. Donc, je redoute pas que tu me la poses. Juste, je sais pas y répondre. Après, tu as le droit de me poser toutes les questions. Tu sais, quand on est en classe avec les enfants, parce que j'ai aussi beaucoup fait de rencontres scolaires, eux, ils posent toutes les questions. Et souvent, alors ils te disent, les deux questions où les profs disent, mais quand même, c'est combien vous gagnez et quel âge vous avez? Bon, mais je dis, mais je donne mon âge, moi. Et combien je gagne? Attendez, je vais vous expliquer combien de pourcents. Vous voulez la chaîne du livre, je vous raconte. Tu vois, il y a toujours une manière de répondre. Bon, alors là, du coup, je suis bien embêté parce que j'ai du Oui. mal à poser la question quand les accords de Varkisa ont été signés à Madeleine Allard, qui est québécoise. Ça sera peut-être celle-là, alors, du coup. Ou alors, combien vous gagnez, c'est quand même plus personnel, on va voir. On va voir. Essaye, essaye, Bon. essaye. Mais moi, je redoute pas qu'on me les pose, hein. Je réponds. Mais bon, je réponds sur mon âge aussi, hein. J'ai 61 ans, t'inquiète pas, je peux le dire. Après, peut-être que tu n'oseras pas demander son âge à une femme, parce que maintenant, il paraît qu'il faut pas le faire. Moi, je m'en Non, fiche. je m'y risquerai pas. C'est enregistré, je m'y risquerai pas. Alors, c'est le moment de nous lire un second extrait, Muriel, c'est à toi. Il y a ceux de ton camp, et il y a les autres. Comment les reconnaître? Ils parlent tous ta langue, ils sont tous nés dans le même village, la même région que toi. Ils ont souvent ton âge. Vous avez partagé les bancs de l'école, prié ensemble à l'église, noué vos mains dans de joyeuses danses aux fêtes villageoises, mangé dans les mêmes plats, bu aux mêmes fontaines. Vous avez fauché de concert les champs, tenu chacun une anse du panier en récoltant les noix ou les pommes, cueilli les olives d'un même arbre et porté ensemble les fruits au moulin à huile. Vous avez chanté la patrie et pleuré vos morts à l'unisson. Vos ancêtres respirent sous la même pierre. Vous êtes de la même terre. Mais aujourd'hui, elle ne vous rassemble plus, elle vous divise. Les uns contre les autres,
jusqu'à en mourir. Tu te demandes ce qui a bien pu vous arriver, ou plutôt non, tu ne te le demandes plus. Tu cherches seulement par mille et une manières à savoir qui est de ton côté et qui ne l'est plus, qui peut te sauver la vie ou bien qui peut te la faire perdre. Il y a les riches, bien sûr. Eux ne sont pas de ton bord, ne l'ont jamais été. Quand tu as appris que le plus gros propriétaire terrien de ta région était à la tête des miliciens, tu n'as pas été surprise. Il y a aussi ceux qui n'en peuvent plus de crever la dalle, qui ont vu mourir de faim leurs enfants sous l'occupation, ceux qui n'ont plus rien et sont prêts à se vendre pour une poignée de lentilles, une grosse poignée. La soupe offerte lorsque l'on entre dans les rangs paramilitaires du gouvernement est bien grasse. Il y a ceux qui rêvent de gloire, d'ascension sociale et parient sur une victoire des Blancs pour faire carrière, sortir de ce trou, comme ton frère qui se rêve un destin. Il y a les parents dont l'inquiétude et le désir de te garder à la maison sous clé peut produire des ravages. Il y a aussi ceux qui ont peur des rouges. Entre les exactions réelles de certains bataillons excités et la propagande féroce du gouvernement qui leur prête toutes les monstruosités possibles, pas évident pour tout le monde de garder confiance dans l'armée populaire. Il y a ceux aussi qui ont déjà signé leur repentance et trahi la cause pour sauver leur peau. Ils sont nombreux, les alliés du pouvoir réactionnaire, bien peu d'idéologues et beaucoup d'opportunistes. Peu importe, en fin de compte, leur raison d'être dans le camp adverse. De tout cela, tu sais que tu dois te méfier pour survivre. Merci Muriel. Alors d'ailleurs, si Sophia lisait La Ocratia, si elle découvrait qu'une autrice française a fait de sa vie un roman, est-ce qu'elle serait en colère, soulagée, heureuse? Autrement dit, est-ce que tu as toujours le sentiment d'être à la hauteur de celles dont tu racontes les vies, même si elles sont fictives, ou est-ce que cette question finalement ne te quitte jamais tout à fait? Ah non, je suis jamais sûre d'être à la hauteur, hein. Je serais, tu vois, si elle me disait non, non, mais c'était pas comme ça. Ça, j'espère toujours que non, mais non, non. J'aimerais bien, en fait, hein, que Sophia lise, tu vois. J'aimerais bien que Katina soit pas morte et puisse le lire pour me dire, en riant, ah, cette petite anecdote, vous en avez fait tout ce chapitre? Oh, bah alors, vous avez de l'imagination. On aimerait Mais bien la aussi. projection, c'est ça, tu vois aussi. C'est aussi, tu vois, comme peut-être qu'elle me dirait, pourquoi vous avez mis cette femme sur la couverture? Et je D'ailleurs, dirais, pourquoi? Mais je dirais, bah, cette femme, c'est une jeune femme kurde, militante, qui a été photographiée par une grande photographe et cinéaste qui s'appelle Zaine Akyol. Et Zaine Akyol m'a dit que toutes les photos des femmes kurdes qu'elle m'a proposées, parce que je suis tombée sur son film et j'ai été scotchée parce que j'étais en train d'écrire La Okratia et j'ai eu l'impression de voir Sofia sortir de l'écran. Et elle m'a dit, elles sont toutes mortes aujourd'hui. Et tu vois, ça fait bizarre de te dire, j'ai mis sur la couverture, nous avons mis sur la couverture de ce livre la photo d'une jeune militante aujourd'hui qui est plus là. Et puis en même temps, non, au contraire, au contraire, je suis fière, tu vois, que cette jeune Kurde dont je ne sais pas le prénom incarne Sophia parce que c'est le même combat en fait. Elle mériterait presque un poème sans prénom. Oui, absolument. Alors Muriel Zack fait avec l'histoire ce que font les grandes eaux avec les rochers. Elle ne les brise pas, mais les sculpte de l'intérieur, lentement, obstinément, avec cette douceur qui est en réalité la forme la plus tenace de la résistance. Sophia est l'une de ces figures littéraires qui continuent de marcher dans les couloirs de la nuit. Elle piétine, court, trébuche et recommence. Elle a 16 ans pour toujours, l'âge où l'on croit encore que les idéaux peuvent tenir debout face au fusil, l'âge où l'on découvre que la trahison a un visage familier, celui du voisin, parfois du frère. Muriel Zack nous a rappelé ce soir que la littérature n'est pas un luxe ni un divertissement, c'est aussi un acte politique au sens le plus noble du terme, rendre visible ce qu'on aurait préféré garder dans l'ombre. Elle nous a rappelé que les guerres civiles ne sont pas seulement des chapitres d'histoire, mais bien des déchirures qui traversent les générations, les familles, les corps, et que seuls les romans, finalement, ont le courage de regarder en face sans détourner les yeux. Elle nous a rappelé aussi, et c'est peut-être le plus précieux, que les femmes ont toujours été là, au cœur du feu, souvent sans armes, parfois avec, toujours debout d'une façon ou d'une autre,
de Zéna qui court dans les montagnes de Crète à Sophia qui descend dans les rues d'Athènes, de Rebecca qui résiste par la mémoire à la poète qui surgit d'une vague. Il y a un fil tendu, lumineux et douloureux, une tapisserie souterraine que Muriel Zack tisse depuis des années avec la patience et la précision de celles qui savent que les mots, eux, ne capituleront jamais. Le 3 décembre 1944, la police a tiré sur une foule, les corps sont tombés, les noms ont été oubliés, et voilà qu'un roman les fait revenir intacts, vivants, décidés. Et c'est peut-être ça, la Ocratia, non pas le pouvoir des institutions, non pas le pouvoir des armes, mais le pouvoir d'une seule voix qui s'élève dans le bon silence, au bon moment, et qui change quelque chose dans l'air. Merci, Muriel, d'être cette voix-là. On le remonte. Merci, Anthony, merci. Il est sorti hier aux éditions Emmanuel Colas. Merci infiniment Muriel et Bruno pour les extraits à chaque fois du texte dans le chat. Merci à tous les deux. Merci à tous. Au revoir Muriel. Au revoir.